Lumière. 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 Lumière sur l'ADN quadruplex avec David Monchot, directeur de recherche CNRS à l'Institut de chimie moléculaire de l'Université de Bourgogne à Dijon. En quoi l'étude des quadruplex peut-elle infléchir la courbe du vieillissement ? Alors non, nous ne parlerons pas d'architecture, de quadruplex, de duplex, mais de génétique. Nous allons cibler les quadruplex d'ADN, acide désoxyribonucléique. On plonge donc au cœur de nos cellules, dans leur noyau, où l'on trouve nos chromosomes, qui sont constitués d'une longue molécule que l'on appelle l'ADN. L'ADN qui porte nos gènes, qui eux-mêmes donnent toutes sortes d'instructions à nos cellules. Si on veut visualiser, l'ADN est un peu comme un grand ruban composé de deux branches, dites en double hélice ou duplex. Alors, de temps en temps, il y a des nœuds, si l'on veut, parce que dans ce ruban, on appelle cela des quadruplex d'ADN, car ils ne sont pas formés uniquement de deux brins, comme les duplex, mais de 4, et ils s'entremêlent. Alors, cette découverte est très récente, 2012. Elle intéresse de nombreux chercheurs dans le monde, en particulier David Monchot, qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut de chimie moléculaire de Bourgogne. Bonjour David. Bonjour. Alors, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Les quadruplex sont bien des structures inhabituelles dans notre génome. Tout à fait. Je constate avec plaisir que vous maîtrisez parfaitement l'art de la métaphore et c'est particulièrement important quand il s'agit d'expliquer des projets de recherche purement fondamentaux comme c'est le cas ici. Il faut savoir que les projets actuels sont de plus en plus techniques, ils tendent à répondre à des questions de plus en plus spécifiques et donc il est hyper important de pouvoir les expliquer simplement avec des mots simples, oui. Quelles que soient les personnes auxquelles on s'adresse. Et dans la pratique du laboratoire, moi, ça va du stagiaire de 3e jusqu'au professeur émérite. Donc, il est très important de maîtriser la métaphore. Donc, ce que je vais faire, c'est pour vous expliquer comment se forment les quadruplex et pourquoi ils se forment. Je vais reprendre votre métaphore et je vais la pousser un tout petit peu plus loin. Donc, vous présentiez très justement l'ADN comme deux rubans entrelacés qui forment une double hélice. Et la vraie question, c'est comment ces deux rubans sont-ils maintenus ensemble ? Donc, pour avoir une idée, il faut dérouler cette molécule et regarder un ruban d'un peu plus près. Et donc, on parle de brins d'ADN dans ce cas-là. Et quand on regarde un brin d'un peu plus près, il s'agit d'un ruban sur lesquels sont disposés à intervalles réguliers des petits aimants. Alors, dans notre imaginaire collectif à nous, on voit toujours les aimants bleus, rouges, nord-sud qui s'attirent pour les besoins de ma démonstration. Je vais avoir besoin de 2 paires d'aimants, une bleue et une rouge, la classique, et puis une un peu moins classique, on va dire jaune et vert. Et donc, ces 2 paires d'aimants sont orthogonales entre elles, c'est-à-dire que les bleus ne vont interagir qu'avec les rouges et les jaunes qu'avec les verts. Et donc, sur notre brin d'ADN, sur notre ruban, sont interposés à intervalles réguliers ces 4 aimants de 4 couleurs différentes qui, vous l'aurez compris, correspondent aux 4 bases de l'ADN, adénine, thymine, guanine et cytosine, qui ne s'associent que 2 par 2, la guanine avec la cytosine et la thymine avec l'adénine. Et donc, ce qui fait que les 2 brins s'enroulent et assez fortement, c'est simplement qu'à chaque fois que sur un brin j'ai une couleur, j'ai la couleur complémentaire sur l'autre brin. Et cette astuce-là, elle a été développée par la nature, et c'est plutôt extrêmement malin parce que l'ADN est un long ruban, on considère qu'il y a jusqu'à 3 mètres d'ADN par cellule, donc une cellule c'est vraiment tout petit, et c'est un biopolymère extrêmement fragile. Or l'ADN c'est quoi ? C'est le livre de recettes qui va permettre le fonctionnement de l'entièreté de l'organisme auquel la cellule appartient. Du coup, on peut imaginer que la nature ne pouvait pas se contenter d'utiliser un support qui soit fragile pour quelque chose qui soit aussi précieux. Et donc, elle a trouvé cette astuce de créer des doubles hélices qui, pour le coup, elles, sont très stables. Donc, le monobrin est plutôt très fragile, la double hélice est très très stable. Il y a même des gens qui sont amusés à calculer la durée de demi-vie de l'ADN solide qui monte jusqu'à 500 ans. Donc, on voit que c'est extrêmement solide parce que c'est largement au-delà d'une seule génération. Donc, c'est intéressant puisque cette fois le support de l'information génétique est stable. Cependant, il faut pouvoir avoir accès à l'information qui est encodée dans l'ADN et donc il faut à ce moment-là séparer les 2 brins. Et c'est là que les problèmes interviennent. En effet, quand les 2 brins sont séparés,
les petits aimants ne peuvent plus interagir avec leur partenaire sur l'autre brin, mais ils vont chercher à interagir avec leurs couleurs complémentaires. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher à interagir avec les aimants du même brin. Et donc l'ADN va se replier sur lui-même de façon à ce que les bleus interagissent avec les rouges et les jaunes avec les verts. Et c'est ça, ces structures alternatives de l'ADN, donc elles n'apparaissent que quand l'ADN est en train de travailler, donc pendant les grandes manœuvres génomiques que sont la transcription et la réplication. Et on connaît une vingtaine de façons de se replier de façon différente, une vingtaine de structures alternatives différentes. La plus connue étant les quadruplex, donc vous le disiez, duplex 2 brins, quadruplex 4 brins, parce que si je pousse la métaphore jusqu'au bout, en fait, elle se replie sur lui-même 2 fois. C'est pour ça que c'est, en fait, une structure extrêmement solide. Mais pourquoi les chercheurs se sont-ils intéressés aux quadruplex ? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? Bon, on a bien compris qu'ils étaient solides, c'est ça, en fait, le point sur lequel on appuie. Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les quadruplex ne vont pas se former à partir de n'importe quelle séquence. Il faut qu'elles soient riches en guanine, mais aussi il faut que les guanines soient organisées d'une façon assez spécifique, ce qui fait qu'il y a une signature de séquence. Donc c'est des séquences particulières qui peuvent adopter des structures quadruplex. C'est intéressant parce que cette signature, on peut maintenant que le génome humain a été séquencé dans son entièreté, on peut s'amuser à utiliser des outils bioinformatiques pour aller voir où se situent ces séquences. Et la première surprise, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'au sein du génome humain, on considère qu'il y a à peu près 1 million de séquences qui peuvent former des quadruplex. Alors c'est beaucoup, c'est colossal. Je rappelle juste, pour donner une échelle de grandeur, que le génome humain est constitué de 3 milliards de paires de bases, donc c'est quand même colossal. On est sur des gros chiffres. Donc la première surprise, et c'est une des raisons pour lesquelles ils sont beaucoup étudiés, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. La deuxième, c'est que leur répartition dans le génome n'est pas totalement aléatoire. Il y en a particulièrement dans des zones de régulatrices d'intérêt. Et ça, on va y revenir parce que c'est le point clé. Et il y a 2 autres éléments qui sont souvent négligés, mais qui m'apparaissent quand même très importants. La première, c'est que c'est des séquences qui ont été conservées au travers de l'évolution. Donc si elles ont résisté à la pression évolutive, c'est qu'elles ont une fonction. Et la dernière raison, c'est que c'est des séquences qu'on partage avec d'autres espèces. On en retrouve dans le génome humain, évidemment, mais dans le génome des bactéries, des virus, des champignons, des plantes, il y en a partout. Donc, si la nature a gardé ces séquences-là, c'est vraiment qu'elles doivent servir à quelque chose. Donc, pour ce qui est des séquences, des zones régulatrices d'intérêt, je vais prendre un seul exemple. Il y en a plein, mais je vais prendre celui-là parce qu'il est très parlant. Notre génome est constitué d'environ 25 000 gènes, donc c'est des sections d'ADN qui vont être transcrits en ARN et qui vont être traduits en protéines. Évidemment, on n'a pas besoin de toutes ces protéines tout le temps. À titre d'exemple, une protéine qui est nécessaire au fonctionnement de l'œil ne va pas être exprimée dans les cellules du poumon, par exemple. Ça paraît logique. Pour expliquer ça, en fait, il faut juste imaginer que chaque gène est précédé d'un interrupteur. Ça s'appelle une région promotrice ou un promoteur. Donc il y a un petit interrupteur qui va contrôler l'expression de ce gène-là pour savoir si oui ou non on a besoin de cette protéine. Et il se trouve que dans ces régions promotrices, dans ces interrupteurs, il y a très très souvent un quadruplex. Et donc l'idée, c'était de dire que les quadruplex participent à la régulation de l'expression de ces gènes, puisque c'est eux-mêmes qui contrôlent l'interrupteur s'il est on ou off, s'il permet ou non l'expression de la protéine. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un nœud, donc il va empêcher les polymérases de traverser cette séquence et donc il va empêcher l'expression de cette protéine. Et donc c'est ce qui explique en très grande partie l'intérêt des quadruplex. Et je vais prendre un exemple. Il y a un gène, une protéine qui est extrêmement connue en oncologie, qui s'appelle la petite protéine MYC, qui est encodée par un gène qui s'appelle le gène MYC. Et c'est un facteur de transcription qui va réguler l'expression de 15% de nos gènes. Donc c'est énorme, hein, ça fait 2000 gènes à peu près, 2000 protéines. Et dans 80% des tumeurs solides, cette protéine est surexprimée. Donc c'est un marqueur de cancer. Le problème, c'est que ça pourrait être une véritable cible en oncologie, mais c'est malheureusement impossible de faire cela selon un processus classique, tout simplement parce que cette protéine a une durée de vie très courte, environ une demi-heure dans une cellule, et en plus elle est très polymorphique, donc on ne peut pas l'inhiber selon une approche de chimie médicinale classique. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on peut aller stabiliser le quadruplex qui se situe au niveau de l'interrupteur du gène MYC pour éteindre l'expression de cette protéine qui est elle-même responsable de l'oncogénèse des cellules tumorales. Du coup, c'est cette approche-là qui a généré un tel enthousiasme dans le domaine des quadruplex. D'accord. Donc là, on a bien compris que
les recherches sur les quadruplexes étaient quand même beaucoup dirigées vers tout ce qui concerne les réponses pour soigner des cancers. Oui. Hein, si on s'exprime en langage Oui, courant. tout à fait. Voilà. Mais vous, qu'est-ce qui vous a intéressé avec votre équipe pourquoi vous étudiez les quadruplexes? Alors, parce qu'on est chimiste, en fait. Et on travaille... Le domaine des quadruplexes est un domaine dans lequel une branche de la chimie qu'on appelle la chémobiologie, qui est une très mauvaise traduction de la chemical biology en anglais. Ce domaine de quadruplex, c'est vraiment un domaine dans lequel la chémobiologie peut vraiment s'épanouir à son paroxysme, tout simplement parce que, en tant que chimiste, nous, on peut construire des petites molécules et adapter les propriétés qu'on veut qu'elles aient. Par exemple, on peut faire des petites molécules qui vont stabiliser un quadruplex. On peut faire des molécules qui vont les déstabiliser. On peut faire des molécules qui vont devenir fluorescentes quand elles interagissent avec leur cible quadruplex. Et donc, on peut les suivre pour savoir où, quand, comment les quadruplexes se forment dans la cellule. On peut faire des petits hameçons moléculaires pour isoler ces quadruplexes, pour démontrer en fait leur existence en cellule, etc. Donc, c'est parce qu'on est chimiste qu'on est venu dans ce domaine-là. Et pendant près de 20 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des molécules, quand je dis on, c'est mon équipe, mais aussi toute la communauté qui travaille sur ce sujet-là. On a fait des molécules qui avaient la capacité d'aller interagir et stabiliser les quadruplexes. Si on reprend l'exemple de MYC, on met une molécule, on stabilise le quadruplexe qui est présent au niveau de l'interrupteur, qui contrôle l'expression de la protéine MYC. On sous-régule l'expression de la protéine MYC. Ça, c'était génial. Le problème, c'est que on a très rapidement observé une sorte de découplage entre les activités cellulaires ou anticancéreuses de ces molécules, si vous voulez, et l'expression des protéines. La corrélation n'était pas forcément si claire. Du coup, on s'est dit, il y a peut-être autre chose. Et cette autre chose-là, c'est simplement que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des centaines de milliers de quadruplexes qui peuvent se former. Et les molécules qu'on utilise, qu'on appelle des ligands de quadruplex, ne sont pas spécifiques d'un quadruplex. Elles vont en toucher plein. Du coup, à nouveau, comme les quadruplexes sont des nœuds, ils vont empêcher le passage des polymérases qui sont en charge des transactions génomiques, qui sont la réplication, la transcription, et ça c'est reconnu comme un dommage à l'ADN. Et donc, quand on utilise une petite molécule ou un ligand qui va interagir et stabiliser un quadruplex, on va créer des dommages. Et ce qui fait que l'approche est cancéro-spécifique, c'est qu'on sait que les cellules cancéreuses gèrent très mal les dommages par rapport à une cellule saine. Donc ça a expliqué pourquoi on continue à utiliser les ligands de quadruplex comme agents anticancéreux. La petite spécificité de mon équipe, c'était de se considérer que, finalement, si on résume tout ça, quand on utilise des molécules qui stabilisent les quadruplex, on crée une instabilité génétique, et on s'est posé la question de savoir, mais finalement, est-ce que ça serait pas bon d'aller dans l'autre sens, pour essayer de voir si on pouvait abaisser le niveau de l'instabilité génétique qui est reliée par les quadruplex. C'est vraiment là où on a une originalité, en tout cas. Donc, du coup, si on résume, vous êtes à contre-courant des recherches menées jusqu'à présent qui consistaient à stabiliser les quadruplexes d'ADN pour freiner la prolifération tumorale. Exactement, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ok, on regarde dans les cellules cancéreuses et en effet, il y a beaucoup de quadruplexes et donc on peut les stabiliser pour essayer de freiner la prolifération de ces cellules-là. Notre curiosité a été de dire, est-ce qu'on peut trouver ces quadruplexes dans d'autres types cellulaires? Et nous, on s'est intéressé particulièrement aux cellules du système nerveux central, les neurones et les astrocytes. Évidemment, on en trouve des quadruplexes, mais la grande surprise, ça a été que le nombre de quadruplexes dans nos neurones, par exemple, augmente avec l'âge. Or, on sait que le vieillissement, c'est finalement simplement l'augmentation d'une instabilité génétique qui est liée à l'âge. Donc, on a fait la corrélation entre les deux. On s'est dit, mais finalement, est-ce que le vieillissement ne serait pas lié au fait que le nombre de quadruplexes augmente dans les neurones et cette augmentation du nombre de quadruplexes entraîne une instabilité génétique. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux dérouler les quadruplexes. Donc, ça, on l'a découvert en 2019. Et en fait, on a du mal à expliquer pourquoi il y a plus de quadruplexes avec l'âge. On a des théories, il existe des protéines qui sont en charge de reconnaître les quadruplexes, les dérouler, ça s'appelle des hélicases, et on sait qu'elles deviennent moins performantes avec l'âge. C'est une explication, mais c'est pas la seule. On sait aussi que la structure de la chromatine, la superstructure de l'ADN, se dérègle aussi avec l'âge. C'est une explication, mais c'est pas la seule. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est finalement de créer des petites molécules qui viennent remplacer les hélicases. C'est pour ça qu'on les a un peu pompeusement appelées les hélicases moléculaires, mais leur but, c'est de dérouler les quadruplexes.
Alors donc là, on plonge encore plus profond. On va carrément au niveau de la molécule, on est d'accord. Tout à fait. Et alors, quelles méthodes et outils utilisez-vous pour travailler déjà? Parce que là, on se représente pas trop. Et quels sont les défis que vous souhaitez relever? Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ça devient un peu technique. Mais déjà, d'un point de vue stratégique, il faut reconnaître que c'était déjà un défi de trouver des telles molécules, tout simplement parce que il faut imaginer on va créer des molécules qui sont capables d'interagir avec les quadruplexes suffisamment pour les dérouler, mais pas trop pour ne pas empêcher le passage des polymérases au travers ces séquences, parce que c'est quand même notre but. Donc, c'était assez subtil. Et donc, quand on a commencé à travailler sur ce projet, il y a à peu près une dizaine d'années, le gros problème qu'on avait à surmonter, c'est qu'il n'y avait pas de prototype, il n'y avait pas d'exemple dans la littérature qui nous montrait que c'était possible. Donc, il a fallu tout créer. Il a fallu créer des tests in vitro, déjà, pour vérifier si une molécule était capable de dérouler ces quadruplexes, déjà, on va dire, dans des conditions de laboratoire. Ensuite, il a fallu screener des centaines et des centaines de composés pour en trouver une ou un composé qui puisse être actif. Vérifier, on a eu des centaines et des centaines de faux positifs, malheureusement. Et une fois qu'on a trouvé, donc on a réussi à identifier un prototype extrêmement prometteur, on l'a publié en 2021. Une fois qu'on a trouvé ça, on a augmenté le problème, le challenge d'un cran, puisqu'il a fallu démontrer qu'on déroulait ça en cellules, excusez-moi. Et donc, en cellules, ça devient plus compliqué, parce que s'il y a un truc qu'on n'aime pas faire en biologie, c'est de suivre un événement qui doit disparaître. Ça, on sait que c'est toujours compliqué de suivre un événement qui disparaît, parce que on peut faire de très très mauvaises interprétations. Du coup, on a mis au point toute une panel de tests pour nous assurer que ces molécules, que les capacités de cette molécule à dérouler les quadruplexes se faisaient bien en cellules humaines. Donc ça, c'est les résultats de cette année. Et donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste colossal, en fait, puisque il faut qu'on travaille sur les cellules du système nerveux central. Il y en a différents types. Il faut aussi qu'on puisse valider le fait que ces molécules ne créent pas d'autres problèmes. L'innocuité de la molécule va être importante. Et ensuite, il faudra qu'on passe à des modèles animaux. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec notre collègue Andrei Zvetkov, qui travaille à l'université de Houston, aux États-Unis. Donc, développer des modèles animaux pour vérifier qu'on peut freiner le vieillissement de ces organismes modèles en utilisant une petite molécule comme ça. Donc, à nouveau, beaucoup de choses à faire, tout simplement parce qu'il faut s'assurer que la molécule n'est pas dangereuse, n'est pas toxique, traverse la barrière hémato-encéphalique, etc. Et donc, ouais, il y a encore pas mal de boulot, et on est en plus pas totalement sûr que cette molécule est le meilleur prototype qu'on ait. Donc, ce qu'on a fait, c'est que maintenant qu'on a identifié un composé qui est efficace, on est en train de décliner un peu chimiquement autour de cette molécule pour voir si on peut trouver un meilleur prototype. Donc, vos recherches sont des recherches de longue haleine, ça, on s'en rend compte, c'est de la vraie recherche fondamentale. Quelles peuvent être leurs portées à long terme? Alors, notre but est pas de faire rajeunir les gens, très clairement. Notre but, c'est simplement de freiner le vieillissement. Et c'est très important parce que le vieillissement est un processus normal. Et ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais ce qui nous embête plus, c'est le fait qu'il soit associé à un certain nombre de maladies qui sont afférentes au vieillissement. Et on en connaît beaucoup. Et donc, on est en train d'étudier un petit peu des différentes maladies liées à l'âge, mais aussi des neuropathologies. Et on cherche l'implication des quadruplexes, toujours sous-jacente à l'instabilité génétique, etc. Et on les trouve. C'est-à-dire que les maladies de Charcot et de Pic, maintenant, l'intervention des quadruplexes est très clairement identifiée. Donc, c'est la surabondance de la présence de ces quadruplexes qui crée ces maladies. Donc, à nouveau, nos molécules peuvent aller dans ce sens-là pour régler ce problème-là. C'est un peu moins direct pour les maladies de Parkinson et d'Alzheimer, mais les premières données qu'on a sont plutôt très encourageantes par rapport à ça. Donc, dans un premier temps, lutter contre le vieillissement, faire en sorte que le vieillissement se passe le mieux possible, le freiner, le ralentir, mais pas l'inverser, j'insiste. Et le deuxième, c'est utiliser nos outils dans le cadre de ces neuropathologies. Et pourquoi c'est ultra important? C'est simplement parce qu'à ce jour, il n'y a pas de traitement. On allège les symptômes, mais on ne traite pas la cause. Tout simplement parce que la cause est souvent génétique, et donc intervenir au niveau du génome, c'est pas si facile que ça. Et c'est exactement ce qu'on se propose de faire.
Oui, donc là, c'est bien. Ça donne de l'espoir et du coup, il faut des moyens pour faire la recherche. Donc, je pense que nos auditeurs comprendront ainsi vraiment l'intérêt de toutes les recherches fondamentales qui permettent d'ouvrir des portes. Alors, vous avez expliqué que pendant les 10 ans de recherche, vous avez aussi eu plein de faux positifs, de portes qui se ferment, etc. Mais voilà. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous expliquiez aussi quel est votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la génétique et puis voilà. Alors en fait, j'étais parti pour être biologiste parce que ce qui m'intéressait, c'était l'immunologie. Et donc j'ai commencé des études de biologie à Grenoble. Et j'ai rencontré un professeur de chimie qui m'a expliqué par A plus B que la chimie c'était bien mieux que la biologie. Donc j'ai fait, alors que j'avais fait une licence de bio, j'ai fait un master de chimie. Ce qui fait que je suis un très mauvais biologiste parce que j'ai pas poursuivi mon parcours jusqu'au bout et un très mauvais chimiste parce que j'ai pas pris mon parcours depuis le début. Donc je suis pas grand chose en fait. Et en plus de ça, j'ai fait une thèse en chimie supramoléculaire qui est vraiment extrêmement loin de toutes les considérations biologiques dont on parle aujourd'hui. Mais par contre, dès que j'ai pu revenir et combiner en fait les approches chimie et biologie au sein d'un même projet, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est souvent les discussions que j'ai avec mes étudiants parce que on essaie de faire venir des biologistes dans un contexte de chimie. Au départ, c'est pas si facile que ça parce que les cultures sont véritablement différentes. La chimie, c'est vraiment le cœur, c'est la molécule. La biologie, c'est le processus biologique qui est sous-jacent. Et la chémobiologie, vient justement, l'idée, c'est d'utiliser des molécules pour perturber un peu les équilibres cellulaires et essayer d'amener ça pour trouver des mécanismes et trouver des explications sur le fonctionnement interne de la cellule. Donc c'est passionnant. Cependant, il faut être extrêmement ouvert. Donc il faut venir des deux. Moi, j'ai eu la chance de faire les deux, pas très bien, mais les deux cursus au cours de ma formation universitaire, mais mes étudiants viennent soit de la chimie, soit de la biologie, et donc je les fais toujours travailler dans les deux domaines parce qu'il faut qu'un biologiste apprenne ce que c'est qu'une molécule pour savoir comment la modifier, pour pouvoir contrôler ses propriétés. À l'inverse, il faut qu'un chimiste sache de quelle voie de dérégulation cellulaire on parle, de façon à ce qu'il comprenne bien pourquoi on fait ces molécules-là. Donc c'est vraiment un chemin un peu à l'interface entre deux disciplines, et les choses évoluent parce qu'en 2024 maintenant il y a des vraies formations universitaires qui sont faites pour des interfaces chimie-bio. Alors ça s'appelle pas chemical biology, ça s'appelle pas chémobiologie, mais globalement les formations universitaires de maintenant sont beaucoup plus performantes et à même de pouvoir former des vrais chimistes à l'interface entre la chimie et la bio. Et donc quand j'ai été nommé CNRS, ça remonte un petit peu, c'était en 2005 à Paris. J'ai travaillé dans le laboratoire de Jean Marilène, qui était prix Nobel, et sous la direction de Marie-Paul Solat-Fichou, et elle m'a donné la chance de pouvoir travailler sur un sujet d'interface. On arrivait par la chimie. Et donc, en 2009 ou en 2010, j'ai eu la possibilité de venir à Dijon pour créer mon propre labo. Et là, ce qui est intéressant, c'est de rassembler toutes les techniques nécessaires à la réalisation de ce projet au sein d'un même laboratoire. Donc on a 3 labos, on a un labo de chimie, un labo de biocell, un labo de biochimie et de biophysique. Et donc les étudiants sont amenés à travailler dans les 3 domaines au cours de leur thèse ou de leur postdoc, et ça c'est extrêmement formateur. Cependant, ça demande un certain lâcher-prise parce qu'on perd en expertise. C'est-à-dire que si on est chimiste, le temps qu'on va apprendre à faire de la biologie, on va perdre notre expertise, et vice-versa. Donc, je leur apprends tout de suite en disant, vous inquiétez pas, à la fin, vous serez spécialiste de plus rien. Mais c'est pas un problème parce que vous serez ouvert d'esprit et vous savez exactement pourquoi vous travaillez. Donc, la chimie d'interface existe réellement, et les projets comme ça qui travaillent sur... Alors, on parle de chémobiologie, mais c'est plutôt de la chémogénétique parce que nous, on essaie d'intervenir sur des événements génétiques en utilisant des petites molécules, mais c'est parfaitement propice au développement de ce genre de projet d'interface. Donc, c'est absolument fascinant. Mais en tout cas, vous faites très bien passer le message. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. C'était Lumière sur l'ADN quadruplex avec David Monchot, directeur de recherche CNRS à l'Institut de chimie moléculaire de l'Université de Bourgogne à Dijon.